Je vais couper la vidéo, je pense. Bonjour. Bonjour tout le monde. On attend juste, comme c'est un peu l'engouement dans la salle d'attente, on va attendre que tout le monde se connecte. Bonjour. 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 Eh bien, je vous propose de commencer ce webinaire. Je pense que les dernières personnes vont arriver au fur et à mesure et on va gérer les entrées dans les salles. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire autour de la question de comment mieux gérer les fréquentations touristiques grâce aux technologies innovantes. Et donc, c'est un webinaire qui est organisé par la Direction du tourisme et du thermalisme de la région Occitanie dans le cadre, en fait, du projet européen Interreg-Med Heritata. Alors, pendant 1h30 à peu près, nous allons partager avec vous les approches de ce projet Heritata et notamment de notre implication dans ce projet. Et puis, partager avec vous, bien sûr, les résultats obtenus à ce stade, plus globalement de Heritata et plus précisément en Occitanie. On va commencer avec Magali Ferrand, donc directrice déléguée du tourisme, sur justement la question du surtourisme et du management des destinations touristiques. Ensuite, moi-même, Angélique Hazard, moi je suis chef de projet qualité tourisme à la région Occitanie, fortement impliquée dans l'expérimentation autour de ce projet. Moi, je vais vous présenter les Heritata sur le terrain parce qu'on a eu des exemples pilotes assez intéressants pour vous. Et puis faire un focus avec Rachel Pelletier qui est responsable du patrimoine mondial et label à l'EPCC du Pont-du-Gard. Et on va faire à deux voix vous restituer cette expérimentation qui est en cours au Pont-du-Gard. Et ensuite, on laissera un temps d'échange et de témoignage des questions et puis peut-être des bonnes pratiques que vous souhaitez partager, vous, de votre côté. Alors, du coup, juste côté pratique, avant de commencer, on vous propose d'éteindre vos caméras lorsque les speakers commenceront à parler. Et également pareil pour les micros, je pense que vous avez maintenant tous l'habitude pour ne pas avoir des sons qui polluent, et du coup il vaut mieux que tout le monde éteint ses micros. Vous avez un chat à votre disposition
lorsque, par exemple, il y a des interventions et vous vous dites, ah tiens, c'est une question que j'aimerais poser, n'hésitez pas à utiliser ce chat. Il y a Muriel et Nathalie qui vont suivre justement et faire de sorte à ce que vos questions ne resteront pas juste comme ça perdues dans le chat. On propose d'ailleurs faire une première petite interaction avec vous après la première intervention. Donc, au fur et à mesure, vos remarques vont être aussi prises en compte. Juste pour ceux qui se posaient la question, les présentations PowerPoint, eh ben, elles vous seront envoyées après le webinaire. Et puis également, on aura un replay qui sera réalisé. Donc, la séance est en cours d'enregistrement donc pour que vous soyez informés. Alors, du coup, commençons avec Magali, Magali Ferrand. Alors, du coup, peut-être avant, Magali, de commencer, pourquoi est-ce que la région Occitanie s'est en fait intéressée à Eritrea et s'est impliquée de la sorte? Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'on est quand même assez nombreux pour ce webinaire et cela nous réjouit. Alors, pour répondre à la question, pourquoi on s'est intéressé à ce projet Eridata? Plusieurs réponses, en tout cas un enchaînement de choses. La région Occitanie travaille sur des programmes européens interrégionaux dans le cadre de la coopération territoriale européenne. Et ces projets européens visent à mettre en œuvre des politiques européennes à l'échelle de plusieurs régions ou de plusieurs pays. Contrairement au PO que l'on connaît, le PO où on a du FEDER, qui est dédié à la région Occitanie, là, ce sont des projets européens où il y a de nouveau du FEDER, mais les bénéficiaires peuvent être plusieurs partenaires. Donc, parmi ces programmes européens interrégionaux, il y en a un qui couvre les pays et régions du sud de l'Europe et du nord de la Méditerranée. C'est le programme Interreg-Med. Et la région Occitanie est partie prenante de la gouvernance de ce programme Interreg-Med. Alors, comment fonctionnent ces programmes interrégionaux? En fait, ces programmes fonctionnent par des appels à projets qui sont lancés par les autorités de gestion. Et concrètement, plusieurs partenaires, donc des régions, des communes, des communes ou des équivalents communes ou des métropoles ou des universités ou des fondations conviennent ensemble de répondre à un appel à projet parce que la thématique les intéresse plus particulièrement. Là, pour Eridata, c'est la région Toscane qui a interpellé nos collègues de la direction des relations européennes internationales en disant, bon ben voilà, nous on est en train de monter un consortium et est-ce que la région Occitanie et plutôt la direction du tourisme pourrait être intéressée à travailler avec nous sur ce sujet de la réduction des impacts négatifs du tourisme sur les sites patrimoniaux et la mobilisation de nouvelles technologies pour aider à réguler l'impact du tourisme sur ces sites patrimoniaux emblématiques. Alors, historiquement, la DTT, elle a toujours travaillé sur ces sujets-là, avec une forte implication dans la politique opération Grand Site et Grand Site de France de l'État, et ensuite avec la mise en place et la mise en œuvre plutôt de la politique des grands sites Occitanie. Et on se rendait compte que ces sujets de gestion de la fréquentation touristique étaient des sujets qui nous allaient bien. Et du coup, on s'est dit, allez, go, on va se lancer dans l'expérience. Ce qui nous semblait aussi intéressant, c'est de voir un peu ce que faisaient les autres. Parce que dans le consortium, et Angelica vous le présentera tout à l'heure, il y a des sites à forte renommée internationale qui sont partenaires du projet et nous,
ça nous semblait intéressant de voir ce que faisaient nos collègues de Toscane, nos collègues de la région de Valencia, nos collègues de Dubrovnik, enfin. Donc, on s'est dit, à la fois, nous, ça va nous aider en interne, mais aussi, ça va nous donner, enfin, ça va élargir un peu notre vision des choses. Alors, on s'est embarqué dans ce projet en ayant en tête que nous avions une problématique qui allait au-delà des centres anciens, puisque c'était le cœur du sujet, hein. C'était les centres-villes anciens, les centres anciens qui sont protégés par l'UNESCO. Et nous, on s'était dit, on a une problématique peut-être de centres anciens, mais on a aussi des espaces naturels, patrimoniaux à forte valeur ajoutée, et ça nous intéresserait aussi d'insérer dans cette dynamique Heritdata cette vision de la protection de sites touristiques majeurs, mais plutôt adossés à un patrimoine naturel. Donc, on a fait notre réponse, on s'est embarqué dans ce projet de 4 millions d'euros avec qui était initialement prévu pour durer 48 mois. Crise Covid oblige, on a rajouté 6 mois de plus à l'ensemble du projet. Et une des premières tâches, ça a été de travailler sur ce qu'était le concept de surfréquentation touristique, d'overtourisme. Et on a fait un travail de benchmark. En fait, c'est la Generalitat de Valencia qui a mené ce travail de benchmark pour observer ce qui se passait en termes de fréquentation dans 6 sites ou villes centres anciens qui connaissent des niveaux de fréquentation importants. Alors, on a le benchmark à porter sur Valencia, mais également sur Amsterdam, pour vous citer deux des sites. Et en Occitanie, où on n'avait pas des problématiques comparables à celles de Amsterdam ou de Valence, nous, on a orienté le bureau d'études plutôt sur le pont du Gard et la vallée de l'Hérault. Et le bureau d'études, lui, a regardé là comment fonctionnait le site. En fait, comment fonctionnaient ces deux sites. Au terme de ce travail assez fin, on a pu avoir une approche de l'overtourisme. D'abord, l'overtourisme en soi, c'est pas simplement trop de gens à un moment donné sur un site donné. C'est plutôt un processus. Grâce à ce benchmark, on a pu identifier des étapes dans ce processus et pour chacune des étapes, des signes qui permettent de dire tiens, on est dans tel processus et des mesures qui peuvent permettre de ne pas passer à l'étape suivante. Alors, on a 4 étapes. Le tout va bien, l'étape 1, tout va bien, tout va bien. L'étape 2, l'incubation. L'étape 3, la touristification. C'est un vilain néologisme. Et la phase 4, la phase où on est vraiment dans une situation de surfréquentation. Alors, ces phases s'inscrivent dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire que au fur et à mesure que l'on franchit une étape, c'est parce que l'espace s'est élargi, l'espace de fréquentation touristique s'est élargi et en parallèle, le nombre de touristes a augmenté. Si je reviens sur chacune de ces étapes, le tout va bien, situation équilibrée. Dans un centre-ville ancien, il n'y a pas de dégradation. En fait, les quartiers touristiques et non touristiques fonctionnent de la même façon et il n'y a pas d'impact négatif lié à une surfréquentation touristique. Au contraire, il peut y avoir des impacts positifs sur l'économie locale. Et il n'y a pas d'alerte, simplement, il y a des fréquentations touristiques. Dans un site patrimonial naturel, c'est une fréquentation touristique qui ne produit pas d'effets négatifs. On ne note pas de dégradation, on ne note pas de dépôt de déchets, on a des retombées économiques touristiques liées à la fréquentation touristique sur le site et autour du site. Et
pas d'alerte simplement. Si on se préoccupe du management de ces destinations touristiques, on peut à ce stade commencer à prendre des premières mesures d'observation. On observe ce qui se passe en termes d'hébergement touristique, en termes de parking, en termes de transport public. On identifie les points d'accès, d'arrivée des touristes, les points de sortie. On regarde comment fonctionne l'espace public. Et on commence à regarder aussi les niveaux de satisfaction des visiteurs. Alors, ces indicateurs, évidemment, vont varier d'un site à l'autre, et dans le projet Eridata, on a fait toute une liste d'indicateurs qui sont susceptibles d'être observés, mais chaque site a ses propres besoins, en fait. La phase 2, c'est la phase de l'incubation. Et là, commencent à apparaître des problèmes isolés liés à la fréquentation touristique dans un espace donné. Il peut y avoir des premiers signes d'agacement des populations, de petits malaises. On peut trouver, les habitants peuvent se plaindre de difficultés de circulation. Donc, il y a des premières alertes. En milieu naturel, on peut se dire qu'on note des premiers signes de dégradation d'espèces végétales ou peut-être des modifications de comportement d'espèces animales. J'en sais rien, moi, des oiseaux qui ne viennent plus nicher là où on avait l'habitude de les voir. On peut aussi noter des piétinements anarchiques dans le milieu naturel. Donc là, ça commence à être des petits signaux d'alerte, et qui peuvent être complétés par des retours négatifs quand on regarde la satisfaction des visiteurs. Donc là, déjà, à ce stade, première mesure un peu corrective. C'est-à-dire qu'on va essayer, quand les gestionnaires de sites ou de destinations touristiques, là, vont se dire, bon, il faut qu'on trouve des mesures qui permettent de réguler la fréquentation. J'ai bien dit réguler, on n'est pas dans la diminution de la fréquentation, on est dans la régulation dans l'espace et dans le temps, bien souvent. La phase 3, c'est la touristification. Et à ce stade, là, on commence à noter des premiers conflits sociaux, alors entre habitants et touristes, mais entre habitants et habitants. C'est-à-dire que des habitants ont peut-être pas les mêmes besoins que les opérateurs économiques. Et c'est une des difficultés, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de touristes, il y a des habitants qui peuvent s'en plaindre, et puis il y a des opérateurs économiques pour lesquels le tourisme crée de l'activité, crée de l'emploi et ont une utilité sociale finalement dans la ville. On va voir apparaître, alors ça c'est un symptôme spécifique aux villes dont on a pas mal parlé avec Airbnb, c'est le phénomène de gentrification des zones touristiques ou fortement fréquentées par les touristes. Alors, c'est la transformation de quartiers populaires en centre-ville anciens qui voient des investissements faits par des classes plus aisées, soit à des fins d'habitation, soit à des fins de résidence secondaire. Et du coup, les classes populaires vont se retrouver poussées à l'extérieur de ces centres anciens et dans les centres-villes, entre guillemets, rénovés ou gentrifiés. On va voir apparaître des nouveaux commerces, des nouveaux loisirs et puis des loyers quand même plus élevés. Donc ça, c'est un phénomène plutôt urbain. En milieu naturel, on verra des visiteurs qui auront des pratiques peut-être plus élitistes, qui vont conduire peut-être à privatiser ou à exclure des populations ou certaines classes de population de cet accès aux sites naturels. Si je prends le cas des plages, sur une plage, quand vous avez le meilleur spot de la plage qui est occupé par des plages privées ou des plages d'hôtels,
c'est une forme de gentrification puisque c'est les classes aisées qui sont dans ces hôtels ou qui peuvent se permettre de payer un parasol, un siège, une table et des petits encas. Donc cette classe aisée va pousser les classes populaires sur des parties de plage peut-être moins qualitatives. Alors là, de ce qui ressort de ce benchmark, les mesures à mettre en place sont plutôt des mesures liées à du contrôle et de la surveillance. On n'est plus dans de la régulation, là on devient vraiment on passe un cap supplémentaire dans la gestion de cette fréquentation touristique et de ces sites en fait. La phase 4, c'est là la phase où rien ne va plus, c'est-à-dire qu'on est dans un stade une situation de conflit et les conflits sont enquistés. Ça veut dire qu'il semble difficile d'y remédier à court terme. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Alors, on a de la pression sociale des habitants, des rejets des touristes, des critiques vives à l'égard des élus. En milieu naturel, on est sur des impacts négatifs et l'expérience touristique est tout à fait dégradée puisque au lieu d'être dans l'admiration du paysage, du calme, de la beauté, la recherche de ressourcement, on est plutôt dans des expériences négatives où trop de monde finalement nuit à sa pratique touristique. Et là, devront s'enclencher des mesures d'atténuation et de désaturation. Voilà le process tel qu'on l'a décrit dans ce benchmark. La phase suivante, c'était de dire, bon, sur un centre ancien, qu'est-ce que ça veut dire de désaturer et d'atténuer l'impact négatif de la fréquentation touristique, sachant que diminuer le nombre de tourisme n'est pas nécessairement l'enjeu. L'enjeu, c'est évidemment d'organiser, de manager, de gérer la destination. Alors, sur un centre-ville ancien, le process qui peut être mis en place, c'est de partir du cœur de là où il y a les plus grosses problématiques de surfréquentation touristique et de commencer à trouver des solutions pour éparpiller les touristes. Alors, les éparpiller, ça veut dire leur donner à voir, à faire des activités dans des endroits un peu plus éloignés de là où ils iraient naturellement, de façon à vraiment disperser la fréquentation touristique. Alors, on met en œuvre des services touristiques attractifs. Là aussi, il ne s'agit pas de faire une offre dégradée parce qu'on échouera, mais on met des nouveaux services touristiques plus attractifs, des restaurants, des bars, des boutiques. Bref, on organise une zone tampon finalement autour des zones touristiques, autour de la zone touristique la plus attrayante. Et cette zone tampon, on l'organise en prévoyant des accès à pied, des accès en transport. On est sur des points en fait névralgiques d'entrée-sortie de la zone touristique, initialement surfréquentée. Et évidemment, on organise les transports parce que ce sont des vecteurs de flux touristiques et que quand on a des politiques publiques urbaines, on est dans l'obligation de réguler les transports. De toute façon, c'est le métier des gestionnaires de zones urbaines. Alors, finalement, ce processus, moi, je le retrouve dans ce que font dans ce qui est fait au niveau des opérations Grands Sites et Grands Sites de France. Hein, ces problématiques de répartition, de gestion des flux, de structuration d'offres complémentaires. C'est également ce qu'on a en tête quand on travaille sur les grands sites Occitanie. Simplement, dans le milieu naturel, j'ai le sentiment, mais peut-être vous ne le partagerez pas, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile que dans des centres-villes
parce que les conflits d'usage dans les centres-villes anciens sont plus complexes, ne serait-ce que parce qu'il y a plus d'usages qu'il ne peut y avoir dans des zones naturelles. Voilà, en étant assez bref, je pense qu'Angelica, je suis dans les délais. Et pour reprendre un peu ce que disait en conclusion Paul Arsenault, qui est un Québécois de l'Université du Québec et Montréal, il disait sur le tourisme, on se flagelle parce qu'on a trop de visiteurs. Il dit c'est quand même invraisemblable. C'est la seule industrie au monde qui se flagelle de trop réussir. Donc, et il disait, plutôt que de parler de surtourisme, est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt de surmarketing, de sous-gestion et d'absence de planification long terme? Et il rajoutait, mettons le M du management en action. Voilà pour ces quelques mots de présentation de ce que nous avons pu voir dans ce travail mené sur la surfréquentation touristique au niveau d'Heritdata. Peut-être des questions ou pas, ou sinon, Angelica, je te laisse la suite. Très bien, merci beaucoup Magali. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors du coup, je vous propose, alors je m'entends en écho, là c'est mieux. Je vous propose donc du coup d'enchaîner. On se garde toutes les questions pour la fin. Petit rappel, éteignez vos micros et caméras parce que du coup, ça améliorera aussi chez vous le flux au niveau, le débit au niveau des images. Donc, on a préparé un petit PowerPoint sur justement vous montrer les six pilotes qui ont été traités au niveau de ce projet Heritdata. En dehors, bien sûr, aussi d'Occitanie, vous en avez 6. Notamment, vous avez la ville de Florence en Toscane, en Italie. Il y a la ville de Valence, donc dans la région de Valence en Espagne. La cité de Dubrovnik en Croatie. Le pont de Mostar en Bosnie-Herzégovine. Bon, bien sûr, le pont du Gard, Occitanie en France. Et on reviendra avec Rachel tout à l'heure de manière plus détaillée là-dessus. Et il y a aussi donc le site d'Olympie en Western Greece. Et donc, vous avez la carte ici. Avant de me plonger là-dedans, je vous propose de voir un film qui a été réalisé par notre partenaire Avitem, justement, qui retrace super bien qu'est-ce que c'est Heritdata. C'est un film qui est en anglais, sous-titré en français, donc j'espère que vous allez tous pouvoir comprendre, sinon on pourra après dans les questions-réponses, enfin, revenir là-dessus. Allez, j'y vais, je lance le film. Alors, il n'y a pas de son. Enfin, du moins, je n'entends pas. D'accord. Alors, Voilà. juste un instant, je vais... Désolée. Hop. When I go on holidays, I like to visit heritage sites. I love to know more about the history of the places and go to the recommended spots in town. My experience is often enjoyable, but sometimes the museums, city centres, or heritage buildings I visit are too crowded with visitors, or some natural sites are closed to restore natural landscapes. It's not everywhere like that, though. So this got me to think. The issue is not tourism itself, or even the Je pense qu'il y a un problème, non, de connexion. Excusez-moi, on a un petit problème technique.
peut-être un problème de débit, en fait. Peut-être qu'il faut se contenter de suivre le sous-titrage. Oui, donc je vais relancer encore une dernière fois et puis vous me direz si jamais je vais avancer le film un petit peu. When I go on holidays, I like enough information about the tourism flows in a heritage site. We could manage these flows much better. This is how I found out about Herit Data. Herit Data is a European project which aims to support the use of smart and open data to better manage tourism flows in natural and cultural heritage sites. The project has defined a set of indicators to collect data about tourism flows and is developing an online platform to analyze this data. This platform will help policymakers, destination managers, cities and sites to anticipate and manage the tourism flows in a smarter way. An app will use this data to help visitors like me and you to better organize our visit. All these tools will be tested in 6 pilot sites around Europe. What does it mean? For example, in Florence, the platform and app will advertise less-known attractions to help spreading tourists around various parts of the city, and not just the UNESCO area. In Valencia, the cruise passenger flows will be monitored using sensors that will help to look at the impact of tourism on the urban heritage. Herit Data is a project funded by the Interreg Med program and involves 13 partners in Italy, France, Spain, Greece, Portugal, Croatia, and Bosnia-Herzegovina. If you want to know more, follow the project outline. Donc du coup, je ne sais pas au final si le son a marché. Quelqu'un pourrait me dire, s'il vous plaît? Oui, ça a marché. Oui, c'était bon. Parfait, super, merci. Alors, du coup, je vais rentrer très rapidement dans les différents détails pour vous donner aussi le côté plus pratico-pratique de chaque site pilote. Donc, commençons par Florence, c'est vraiment le site pilote par excellence parce que vous avez en fait c'est ce centre historique de Florence qui est extrêmement surfréquenté sur 5 km², donc c'est cet espace UNESCO en fait. Il y a chaque année, donc avant Covid bien sûr, 13 millions de touristes qui se déversent pour 378 000 habitants. Donc du coup, c'est un centre-ville qui forcément s'étouffe au fur et à mesure. Florence, c'est une ville aux atouts artistiques majeurs, extrêmement connue de partout, et donc beaucoup de monuments, mais au final, les gestionnaires se rendent compte que beaucoup se concentrent autour de 3 monuments principaux. Donc les offices, les Duomo et le Palazzo Vecchio. Et donc du coup, alors qu'il y a beaucoup d'autres sites, monuments, musées à visiter, les partenaires, justement, c'est qui? Eh bien, c'est la région Toscane, c'est le centre de recherche et d'innovation de Toscane, mais c'est aussi l'Université de Florence à travers Dizit Lab, donc qui a travaillé notamment sur la fameuse plateforme de gestion des informations. Pour Florence, l'objectif, c'est bien sûr de mieux gérer les flux touristiques, c'est évident. Florence est d'ailleurs, la Toscane est d'ailleurs chef de file de ce projet Herit Data. Ils travaillent donc sur mettre en avant la durabilité économique de leurs actions, dans la création, dans l'utilisation et l'élaboration des données. La durabilité technologique aussi, c'est-à-dire penser à des outils faciles à mettre à jour et à utiliser, et donc du coup également à la durabilité sociale, donc cette préoccupation pour dire il faut que les données soient accessibles à travers, donc pour les citoyens, parce que bien sûr il y a les touristes d'un côté, mais il y a les citoyens aussi de l'autre côté. Alors, comment ils ont fait ça? Eh bien, ils suivent le flux des touristes en se basant sur des données, des caméras et des points d'accès Wi-Fi en place sur toute la ville, y compris sur les parkings. Donc, à travers toutes ces données qui sont remontées dans une plateforme partagée, Snap4City. Donc, vous avez, je rebascule sur cette diapo parce qu'en haut à droite,
vous avez une capture d'écran sur cette plateforme. Ensuite, interagir avec les visiteurs au moyen d'une application mobile Phil Florence. C'est une application mobile qui existait déjà et qui proposait déjà des itinéraires bis et tout ça, des monuments à visiter, des activités à faire sur Florence. Par contre, Eritata a permis d'ajouter cette brique sur l'affluence et de dire attention, à tel et tel endroit c'est surfréquenté, les parkings sont saturés. Voilà, essayer de prévenir. Alors, bien sûr, c'est aussi sur le côté analyse et projection que la Toscane s'est basée, notamment analyser le flux de touristes et d'habitants à travers l'analyse de sentiments pour mieux comprendre justement les tendances, les attitudes, les problèmes, détecter les problèmes éventuels à travers tout ce qui se fait dans toutes ces expressions sur Twitter. Et ils ont développé un outil qui ont mis à disposition de l'ensemble des partenaires du projet qui justement analyse tous ces tweets et qui permet donc d'avoir un élément supplémentaire de prédiction. Analyser aussi les comportements des citoyens et touristes sur les lieux à forte affluence. On a parlé, je vous ai indiqué au début les trois sites. Je suis certaine que ceux qui sont dans cette salle virtuelle, qui ont visité déjà Florence, eh ben, vous avez fait le minimum pendant 2 heures devant le Duomo. Et ben, du coup, la Toscane, ensemble avec le partenaire Avitem de PACA, ils ont conduit une expérimentation autour de tout ce qui est sciences comportementales, donc l'analyse justement pour essayer d'inciter à des changements de comportement plus vertueux. J'ai vu que Julia David est dans la salle virtuelle, donc éventuellement dans la partie échange, si jamais il y a des questions là-dessus, Julia pourra aussi répondre. Et last but not least, la chose la plus importante presque, c'est d'impliquer largement des parties prenantes du territoire régional et local dans ce processus à travers des actions, la plateforme partagée, mais aussi une implication dans ces différentes actions qu'ils ont mis en place. Vous avez ici sur la gauche une photo de Phil Florence, mais vous pouvez également y accéder dès à présent. Deuxième site pilote, c'est Dubrovnik en Croatie. Et ben ici aussi, on est en fait concentré sur la cité, le centre historique, qui est extrêmement visité. Il y a un peu plus de 42 000 habitants et il y a 1,3 million de visiteurs dans la cité chaque année. Donc là aussi, les chiffres avant Covid. J'ai mis quand même un petit bateau en plus dans les pictos pour indiquer que Dubrovnik, c'est aussi un important port de croisière. Donc, du coup, vous imaginez entre les tours opérateurs qui déversent qui planifient en fait des voyages de groupe sur les croisières qui déversent d'un coup entre 1000 et 2000 visiteurs sur la cité, plus tous les fans de Game of Thrones, parce que du coup, cette série a été tournée en partie dans la cité, et bien du coup, vous êtes devant des seuils de surfréquentation assez importants, assez fréquemment. Et Dubrovnik, c'est vraiment un centre qui est très important, il a fortement été détruit d'ailleurs pendant la guerre et reconstruit. Donc la photo que vous avez là, c'est la cité reconstruite, protégée, inscrite au patrimoine mondial, bien sûr, de l'UNESCO. Le partenaire croate, c'est l'Agence de développement économique d'Ura, donc de Dubrovnik. Leurs objectifs dans le cadre de Eritata, c'était de renforcer un développement, bien sûr, durable, plus holistique du tourisme grâce à l'utilisation de données, des technologies intelligentes, générer de nouvelles offres alternatives et bien sûr diminuer l'impact nocif donc du tourisme de masse sur les sites du patrimoine culturel, la ville en général et les monuments également. Alors, comment ils ont fait ça? Eh ben, du coup, ils ont surtout été d'abord en train de dire il faut qu'on compte les visiteurs qu'il y a sur la ville parce que l'enjeu de sécurité qui a été mis, c'est limite de 8000 personnes simultanément dans la ville à ne surtout pas dépasser.
Donc, je m'imagine que ce seuil, il est relativement stressé parce que il y a énormément de visiteurs à tout moment de l'année. Alors, on compte les personnes qui rentrent et puis les personnes qui sortent. Donc, on sait quelle est la pression à tout moment de la journée sur la cité. Ils ont installé donc 6 caméras de comptage qui sont placées à toutes les entrées et sorties du centre historique. Donc, je vous ai mis une image là du type de caméras qui ont été installées. L'idée, c'est donc ces caméras, c'est uniquement pour collecter les données. Elles sont mises à jour toutes les 15 minutes et traiter sur place, en fait, les données qui sont envoyées à la plateforme Eridata Snapfocity, elles sont banalisées. Donc, c'est des nombres, c'est pour ça que ça peut être, c'est du big data, le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent dans ce centre historique. Ensuite, pour plus diversifier la visite, ils ont également réalisé une application avec des éléments de réalité augmentée dans un musée de la ville. En fait, dans le musée, ça détecte en temps réel le nombre de personnes présentes dans le palais des recteurs. Et donc, du coup, dès lors qu'il n'y a pas beaucoup d'affluence, donc ils ont mis des seuils et tout ça, le visiteur a accès à des histoires en réalité augmentée du passé de Dubrovnik. Donc, c'est vraiment pour dire, attention là, faire à un moment le choix quand aller et recevoir des contenus de médiation supplémentaires à des moments de basse fréquentation. Je vous ai mis dans cette slide également un lien vers la vidéo Eridata de Dubrovnik. Vous allez avoir plus de détails, mais c'est une vidéo un peu longue. Troisième site, et ça fait un peu un voyage en quelque sorte, un peu entre 150 et 200 km au nord de Dubrovnik, vous avez le pont de Mostar en Bosnie-Herzégovine, qui est donc le partenaire, c'est le centre d'études spatiales. Donc on travaille du coup côté Mostar, plutôt avec un profil architecte. C'est ça ce qui enrichit aussi ce partenariat qui est très très riche. Le pont de Mostar, bien sûr, c'est la star. C'est un pont qui a été détruit pareil pendant la guerre en 1993 et donc a été entièrement reconstruit et donc inscrit au monument au patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc la photo que vous voyez, c'est le pont reconstruit. Également, on ne se focalise pas que sur le pont. Là, c'est aussi l'impact sur tout le centre historique. Et dans la carte que vous voyez en bas, en fait, vous voyez que les zones tampons de la partie UNESCO, elles s'étendent quand même sur toute la ville. 113 000 habitants pour presque 109 000 visiteurs. Le pont, comme vous le voyez sur cette photo-là à gauche, et du coup, c'est une réalité quasi quotidienne. Et donc, du coup, pour les partenaires bosniaques, c'était important donc, de travailler sur la surveillance de la capacité du pont et le flux de touristes dans la vieille ville de Mostar pour améliorer ensuite la gestion du site et diversifier l'offre touristique par des propositions aussi alternatives. Bien sûr, au final, améliorer l'expérience des touristes et des habitants, ça va de soi. La photo que vous voyez là, en fait, je pense qu'elle est relativement récente parce que normalement, avant Covid, il y avait de part et d'autre du pont des boutiques qui étaient des stands de vente de produits et tout ça qui sont installés. Donc, ça augmente encore ce sentiment de surfréquentation quotidien. Donc, ils ont, pour surveiller la capacité du vieux pont, ils vont installer des caméras. Ils sont un peu en retard là-dessus. Sur ces caméras de comptage parce que si jamais ils réussissent, et normalement c'est prévu, ce sera le premier dispositif de mesure de données en temps réel dans les sites du patrimoine culturel des villes historiques de Bosnie-Herzégovine. Donc, du coup, il y a des tas de barrières administratives à passer, des barrières juridiques et également toutes ces questions liées à la captation des données en temps réel
et puis à les rendre accessibles aux touristes. Leur idée, c'est via le site bien sûr de l'Office de tourisme qui sera lié à la plateforme Eridata. Et donc du coup, ce côté, les résultats qu'ils aimeraient faire, c'est obtenir, ça va très très loin parce qu'ils vont aller beaucoup plus beaucoup plus que d'autres sites ailleurs, aller dans la mobilisation de toutes les parties prenantes. Et là, c'est aussi Dubrovnik qui est pas loin et qui vient souvent en appui. Là, déjà, avant-hier, il y a eu une réunion où Dubrovnik est venu en appui. Donc, il y a aussi un truc intéressant donc à retenir, cette complémentarité et puis la volonté de partage. Alors ensuite, Valencia et Valencia Port en Espagne, c'est une problématique presque complètement différente qui se rapproche un peu celle de Dubrovnik. Valencia inscrit notamment, donc il y a d'un côté la vieille ville de Valencia qui est aussi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il y a aussi le port de croisière. Donc, vous avez par an, bien sûr, avant Covid, 435 000 croisiéristes. Valencia Port, pour le moment, c'est le port le plus important en Espagne en termes de trafic de conteneurs, mais en forte augmentation aussi pour la partie croisière. Il y a 2 millions de touristes donc, qui sont sur ce centre ancien, mais bien sûr, le problème, c'est quand il y a un bateau de croisière qui accoste, qu'il y a énormément de touristes d'un coup qui se déversent sur la ville et sur les monuments, dans la basilica de la Virgen Desamparados que vous voyez là et qui fait partie donc également de cette expérimentation Eridata. Il s'agit pour les partenaires de Valencia. Donc, partenaires de Valencia, c'est à la fois la région de Valencia, donc la direction du tourisme, c'est la fondation Valencia Port, mais aussi c'est une association Santa Maria la Real qui travaille sur les monuments. Donc, du coup, ces trois partenaires, ils conjuguent de manière assez efficiente justement ces différents objectifs. Contrôler les flux de touristes, en particulier de croisiéristes, bien sûr. Mieux gérer les escales de croisière. Donc peut-être pouvoir aussi à un moment dire il faut renégocier à un moment pour que pas tout le monde accoste au même moment. Améliorer la coordination surtout entre les différentes autorités publiques qui sont liées à la gestion des flux de croisière. Et puis analyser l'impact des flux de touristes, bien sûr, sur l'état de conservation. Sur la carte que je vous ai mis à gauche, et donc vous voyez les différents lieux qui ont été analysés. Comment ça a été analysé? Il y a d'un côté, Valencia, ils ont mis en place des capteurs à différents endroits de la ville qui captent donc les téléphones portables dans le mode Wi-Fi allumé. Par contre, comme pendant la crise pandémique, déjà là maintenant, il y a beaucoup moins de croisières, voire aucune croisière. Valencia Port a quand même souhaité travailler sur des données et ont contractualisé avec Flux Vision Orange Espagne pour justement travailler sur des données réelles de téléphonie mobile. Et donc, du coup, ils ont travaillé sur des données dans 4 zones différentes. Les données, bien sûr, recueillies. L'idée pour eux, c'est vraiment de travailler sur des modèles prédictifs et pour diminuer les niveaux de congestion dans les villes surveillées. Dernier site rapidement, c'est Olympie en Grèce. C'est une petite ville, alors j'ai peu de données parce que la Grèce, en fait, vous connaissez déjà le site d'Olympie. C'est un centre important religieux, athlétique de la Grèce où il y avait un festival donc appelé les Jeux à l'honneur de Zeus. Cette tradition, donc, elle est devenue l'institution mondiale des Jeux olympiques. Pour les Grecs, ils ont inscrit
4 sites à Eritata. Donc, c'est le port de Katakolo, le temple d'Apollon, le musée et site archéologique d'Olympie antique, la cité antique d'Olympie. Ce site, il est très intéressant parce que vous voyez sur la carte, et ça pourrait être intéressant pour vous qui vous dites, oui, d'accord, on est sur des centres anciens, mais qu'est-ce qu'il y en est des espaces plus larges? Et donc, du coup, là, sur 10 km², en fait, vous avez ces 4 sites qui sont absolument pas proches et le lien n'est pas évident. Pour les Grecs, en fait, il s'agit d'acquérir des données exploitables. Ils n'en ont pas actuellement. Enfin, dans tous les cas, côté open data, c'est assez maigre. Et puis, c'est aussi une culture de la donnée qui n'est absolument pas encore entamée. Travailler, bien sûr, sur des infrastructures, il n'y a pas les réseaux de connexion Internet et tout ça. Renforcer les ressources humaines à travers des compétences de formation. Aussi, là, dire, OK, il faut qu'on monte les capacités, justement, et puis vérifier et tenir compte du cadre juridique qui est un peu, voilà, pas tout à fait facile. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de retard. Par contre, ils nous ont dit la semaine dernière que les caméras de comptage doivent être installées avant la fin du projet Eritata. Donc ça va être chouette parce qu'on pourra vous donner aussi par la suite des retours sur ça. Alors, dernier site, bien sûr, c'est le Pont du Gard. On va faire un focus sur cette expérimentation avec Rachel Pelletier, donc responsable du patrimoine mondial et label. À l'EPCC du Pont du Gard, on va faire voilà, cette présentation à 2 voix. Rachel, je te laisse commencer. Oui, merci. Vous m'entendez bien? Est-ce que j'ai un léger décalage? Non, t'entends très bien. Très bien. Voilà, donc le Pont du Gard, bon, vous connaissez, je pense, donc c'est situé dans le Gard, c'est à la sortie des gorges du Gardon. Et on a souhaité nous participer à Eritdata et on remercie d'ailleurs la région de nous avoir associés à ce projet parce qu'on cherchait justement, nous aussi, de notre côté, à identifier des solutions innovantes pour essayer de mieux gérer notre flux de fréquentation. Et on a commencé donc le projet avec la région en 2018. Le Pont du Gard, pour le présenter rapidement, peut-être si tu peux passer la diapo suivante. Oui. Si. Donc le Pont du Gard, c'est l'élément majeur d'un aqueduc qui fait 50 km et qui était destiné à apporter de l'eau à la ville de Nîmes. Donc c'est un pont qui est le plus haut pont aqueduc conservé du monde romain. Et puis en raison de cette valeur justement historique et son état exceptionnel, il a été inscrit à l'UNESCO en 1985, pardon. Ce monument est protégé depuis 1840. Il fait partie de la première liste des monuments protégés en France. Ça a été écrit par Mérimée. C'est aussi une zone exceptionnelle en termes de nature. Voilà, ça a une valeur patrimoniale exceptionnelle du point de vue paysager. C'est pour ça que c'est un site classé depuis 1917. C'est aussi un site qui a une grande valeur de biodiversité. Donc, on trouve 2 sites Natura 2000 et la réserve de biosphère UNESCO depuis 2015. Et c'est un site, comme l'a dit aussi Magali, qui est grand site de France, c'est-à-dire qui a mis en place une gestion selon justement les valeurs du développement durable, et donc labellisé depuis 2004 grand site de France et labellisé grand site Occitanie depuis 2018. Et donc, dans cette zone qui n'est pas très grande, ça fait environ 165 hectares, on va concentrer environ 850 000 à 1 million de visiteurs sur 4 à 5 mois de l'année. Et on va donc avoir une superposition d'enjeux. Des enjeux, on vient de le dire, donc zone patrimoniale exceptionnelle, donc des enjeux majeurs de conservation du monument, du paysage, de la biodiversité. Mais on a aussi des enjeux de gestion de flux, par rapport à une qualité de visite qu'on veut préserver et puis une sécurité des visiteurs qu'on doit aussi garantir. Et enfin, des enjeux en termes d'usage multiples. Alors, certainement moins complexes qu'en ville, comme disait Magali tout à l'heure, mais en tout cas des vrais enjeux d'usage et la nécessité de limiter justement ces conflits d'usage entre baignade, randonnée, vélo, promenade, canoë et visite simple du monument. Et puis aussi les événements qu'on met en place qui peuvent rajouter encore un usage qui peut être aussi conflictuel, notamment en termes de mobilité. Voilà. Du coup, le Pont du Gard, qu'est-ce qu'il a cherché à faire?
au travers de ce programme Heritdata, nous, nos objectifs, c'était donc monitorer le flux touriste, mieux comprendre ce qui se passe, pour pouvoir à terme réorienter dans le site et puis suivant la période de l'année ou suivant la période dans la journée, réorienter les visiteurs pour éviter justement des zones de concentration. C'était aussi une manière de mieux anticiper des choix stratégiques, le flux des visiteurs, c'est-à-dire peut-être se concentrer sur une gestion des sentiers les plus fréquentés, peut-être améliorer ces sentiers-là en termes de gestion. Et puis, c'était aussi une manière d'observer la satisfaction des clients. Alors, nous, on dit visiteurs, on ne dit pas clients, mais je vois sur le diaporama client, pour pouvoir justement tenir compte dans les activités futures ou dans les offres futures de la satisfaction de visite sur site. Et ce sujet, pour nous, est tellement important, et on l'a dit, parce que c'est un site patrimonial vraiment à haute valeur, c'est qu'on l'a inscrit dans donc cet outil, Heritdata, comme un outil de connaissance des publics et de gestion des flux de fréquentation. On l'a inscrit dans le programme d'action du plan de gestion UNESCO qui va être validé là en fin d'année. Et donc le but, c'est bien d'étudier les usages, les publics, les évolutions des pratiques touristiques, donc pour anticiper, adapter la gestion aux besoins des visiteurs en cohérence avec les nécessités de préservation du site. Donc là, nous, on revient toujours à ça. Et en plus, dans notre fonctionnement, on fait en sorte que cet outil de connaissance soit géré par un service qui est le service des observateurs des publics. Donc, on a une personne dédiée aussi à ce travail-là. Alors, qu'est-ce qui a été mis en œuvre? C'est la diapo suivante. Voilà, merci. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est mesurer le nombre d'entrées et sorties et la durée de visite sur site. Donc pour ça, on a mis des caméras de lecture de plaques au niveau des parkings qui nous permettent de voir justement le temps de parking sur site, donc entrée-sortie. On a mis aussi des caméras qui nous permettent de compter et de capter le flux de circulation au niveau des zones d'accueil et aussi au niveau des entrées du site naturel, parce que c'est un site aussi qui est beaucoup fréquenté par la randonnée et par les vélos. Donc, on a des entrées de site qui ne sont pas forcément par les entrées accueil, on va dire, visiteurs du monument. Donc là, on a mis des éco-compteurs et puis on a mis aussi certaines caméras à des endroits clés. On a mesuré aussi, on souhaitait mesurer, donc ça, on n'a pas réussi à le faire, mais on vous l'expliquera après. Donc, on souhaitait mesurer le nombre de passages au niveau de la rivière, parce qu'on a aussi une concentration très forte de canoës en été. Et aujourd'hui, c'est plutôt de manière empirique qu'on arrive à estimer, on va dire, les canoës. On voulait avoir un nombre plus juste pour justement ajuster notre gestion. Et enfin, on voulait mettre toutes ces données comptables un peu du site en perspective avec les données de caisse. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres annoncés de 850 000 personnes ou d'1 million de personnes sont des données billetterie. Et ce n'est pas la réalité du site, puisqu'il y a de multiples entrées, voilà, canoë, rando, etc. Je viens de le dire. Je ne sais pas après si tu... Voilà, merci. Donc, du coup, ce qu'on a mis en œuvre, on a mis à travers une appli... si tu me changes mes diapos, ça va être difficile. Celle d'après, pardon. Angélica, merci. Voilà, donc on a mis en place une application mobile pour faire le profiling des visiteurs, qui va proposer aussi du contenu pour orienter les visiteurs, et puis redescendre des informations, que ce soit des informations autour de la météo, Vigicru, donc plutôt des données autour de la sécurisation des visiteurs, mais aussi des données sur des événements ou des données d'affluence. Ensuite, ce qu'on voulait mettre en œuvre, c'était en fait, pour que les gens comprennent sur l'appli qu'il y ait du monde, on voulait remonter les données d'une caméra webcam. C'était une caméra permanente qui remonte en léger différé ce qui se passe réellement sur le site, pour que les gens voient concrètement le nombre de personnes qu'il y a à un temps donné. Ensuite, on a essayé d'analyser l'évolution de la satisfaction client à certains moments de l'année. Donc ça, c'est toujours pareil, à travers l'appli, on peut remonter des données, mais on a aussi toutes les données d'analyse du flux Internet, des réseaux.
Et enfin, on essayait de prévenir donc, les moments d'affluence en fonction des événements qu'on avait prévus. Donc là, clairement, vous le savez tous, hein, on a subi le Covid. C'est des choses qu'on n'a pas réalisées parce qu'on n'a pas pu mettre en place d'abord d'événements comme on a pu le faire d'autres années avec 9 000 ou 10 000 personnes sur une soirée. Voilà. Par contre, pour la suite, je te propose, Angélica, que tu commentes la vidéo parce qu'en fait, j'ai un léger décalé et je pense que je ne vais pas y arriver. Oui, d'accord. Merci, parce que sinon, ça va être décalé. Alors du coup, on a réalisé au niveau de la région justement un survol du pont pour rapidement vous montrer. Donc Rachel a bien parlé des différents espaces. Là, on est on rentre par le parking côté rive droite. Où il y a les caméras dont Rachel a parlé et des éco-compteurs. Sur la gauche, vous avez le restaurant donc, du Pont du Gard et sur la photo que vous voyez là, et ben, c'est là où la fameuse webcam elle est installée. Elle s'oriente sur les berges et sur le pont parce que c'est là où se concentre en été la plus forte fréquentation touristique. Ça, en plus, avec les canoës, les baigneurs et tout ça, donc c'est assez important. Un éco-compteur également qui va mesurer, donc ça c'est un éco-compteur dernière génération qui va mesurer à des périodes assez rapprochées le nombre de passages. Et là, on s'oriente sur le bâtiment d'accueil rive gauche, donc principal, avec d'un côté la partie muséographie, de l'autre côté la partie billetterie. Et donc ça aussi, ce sont des données qui remontent sur donc cette fameuse plateforme Eric Data. Là, dans la partie plus mémoire de Garrigue, on est beaucoup plus sur un choix d'éco-compteurs donc qui était déjà existant au niveau du site. Bien sûr, tout ce qui a été existant a été intégré dans le projet. Et au final, il n'y a pas eu énormément de rajouts à faire. Ici, donc, on vient de survoler le parking rive gauche où il y a également des caméras de comptage. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre le nombre de touristes qu'il y a sur site et de voir combien de temps il reste et puis où est-ce qu'il y a les zones à difficulté pour pouvoir justement proposer des itinéraires alternatifs. Toutes ces données qui seront captées, eh bien, à la fois par les caméras, les éco-compteurs, mais aussi les études que le Pont du Gard peut faire, où, par exemple, comme Valencia, il remonte les données Fluvision, mais également, vu que le Pont du Gard est labellisé qualité tourisme Occitanie Sud-de-France, on a pu remonter aussi des données sur la satisfaction client parce que nous avons des éléments pour les établissements labellisés. Et bien, toutes ces données d'entrée, et ben, elles vont être remontées sur la plateforme Eridata. Et donc, du coup, on aura des données de sortie qui seront organisées en fonction des besoins plus stratégiques d'anticipation, de prédiction. Donc, ça remonte donc, sur un tableau de bord. Et d'un autre côté, plus pour les usagers sur une application mobile et à terme également sur le site web. Le tableau de bord, il est encore en train de construction, parce que du coup, on est en train encore de remonter les données des caméras. Mais là, vous voyez déjà l'installation tous les éco-compteurs qui sont installés. On peut voir par jour, par heure, combien de passages il y a à certains endroits. Et donc, du coup, déjà voir aussi les dysfonctionnements. Si, par exemple, un éco-compteur était censé recenser tous les vélos, les passages à vélo à un endroit, et si on a compté qu'il y en a 20 vélos à un moment et que l'éco-compteur nous remonte qu'il n'y a que 3, donc du coup, ça peut déjà donner des éléments d'interprétation intéressants. Donc, à une surveillance complémentaire pour dire est-ce que tous les vélos passent vraiment à cet endroit-là ou est-ce qu'ils font n'importe quoi? Et puis, est-ce que nos aménagements ou nos informations sont assez pertinentes? Donc, ça peut amener à ce genre de réflexion également, bien sûr, dans le but de protéger
le site et les monuments. J'ai mis la petite webcam en plus parce qu'elle va remonter aussi. C'est important, cette webcam, j'insiste, parce que dans la perception du surtourisme ou de la surfréquentation, et bien, du coup, c'est aussi sa propre perception personnelle en fonction de son contexte culturel ou quotidien qui est important. Donc, le touriste, il pourra juger par lui-même. L'application mobile, donc pontdugard-tour.fr, donc je vous invite aussi à vous connecter et à surfer dessus. Il y a justement les différents points d'attraction qui sont dessus, un petit menu qui est en cours d'enrichissement, notamment sur les données d'affluence. On est en train de travailler dessus, donc c'est l'équipe du Pont du Gard qui est en train de travailler dessus. Et puis également, bon, bien sûr, la webcam qui est encore à connecter, mais et surtout, ce qui est important, cette proposition d'activités de visite et de restauration qui viennent en quelque sorte dire aussi, il y a des points de vue super qui sont sur le pont, mais vous ne les connaissez pas, allez-y, découvrez-les. Voilà, donc c'est un outil qui est important. Peut-être là, Rachel, donc équipe, on avait mis l'accent sur l'équipe de projet. Tout ça, c'était en gestion de projet parce que du coup, on n'était pas encore certain que cette expérimentation marcherait. Donc, du coup, très forte implication de l'ensemble de l'équipe, que ça soit Rachel avec son équipe sur la protection du monument, mais aussi Magali et l'équipe aussi informatique de communication sur la gestion des données. Très important apport aussi de la partie de tout ce qui est sécurité du site, parce qu'au final, toutes ces questions de flux sont extrêmement liées aussi à tout ce qui est sécurité, aussi accueil des visiteurs, management de projet bien sûr, leadership. C'est évident, il faut que les directions soient complètement convaincues de ce projet. Je ne sais pas, Rachel, si tu veux compléter. Oui, peut-être. Non, juste dire, et c'est vrai que c'est une belle réussite. Pour nous, en tout cas, même si tout n'a pas abouti, parce que c'était quand même mis en œuvre pendant le confinement, donc des difficultés, chômage partiel, site fermé, etc. Donc, ça a un peu ralenti la mise en œuvre. En tout cas, c'est une belle réussite parce que le projet, il participe à une montée en compétences de nos équipes, mais c'est surtout ça a créé une dynamique entre nous et puis surtout une dynamique de collaboration avec la région, et nous, on a vraiment apprécié, et avec les sites européens aussi. Donc, ça nous demande justement de nous ouvrir dans notre fonctionnement. Et puis, ça nous apporte quelque chose, une vraie utilité. Ça donne une photographie à l'instant T du flux des visiteurs. Donc, ça permet déjà d'objectiver réellement et de quantifier le ressenti qu'on a, qui est plutôt empirique de la fréquentation. Et puis, ça va nous permettre surtout d'améliorer dans le temps. Donc, c'est un projet dans le temps, hein. C'est-à-dire que là, on est en termes d'expérimentation, mais pour nous, c'est un projet qu'on va mener sur du long terme pour améliorer notre gestion, justement, améliorer l'acheminement, améliorer la manière d'accueillir, améliorer nos offres, etc. Donc, pour nous, c'est que du plus. Et donc, c'est un projet en devenir et qu'on compte justement faire grandir. Voilà. Alors du coup, au niveau de la région, on a réalisé un film avec le Pont du Gard. Donc, je vais vous le projeter. Dites-moi tout de suite si jamais vous n'avez pas le son. Allez, j'y vais. On est au pied du Pont du Gard, un monument qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1985, qui est aussi grand site Occitanie. Ce lieu accueille plus d'1 million de visiteurs par an, et comme tous ces lieux qui sont énormément visités, on veut lutter et éviter la surfréquentation. Et donc la région Occitanie nous a proposé de participer à un projet qui s'appelle RI Data, qui nous permet de mesurer les flux de visiteurs. Le système fonctionne avec la captation des flux en fonction des caméras et des éco-compteurs. Il va nous permettre de comptabiliser le nombre de passages par les visiteurs, et ça va nous permettre d'orienter vraiment les flux et d'avoir cette captation de données.
Donc, du coup, pour finir, effectivement, juste en récapitulatif, pour les visiteurs, bien sûr, on espère qu'ils auront une qualité d'expérience augmentée pour qu'ils puissent aussi choisir le meilleur moment pour visiter le site. Après, l'application donne aussi les tips et tools pour organiser la visite sur place, avoir aussi des propositions complémentaires. Rachel, pour le Pont du Gard, tu as déjà pas mal évoqué. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié d'évoquer? Non, je pense qu'on a fait le tour, mais c'est vrai que pour le Pont du Gard, le but, c'est vraiment que ça devienne un outil effectif, quoi, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'expérience. Mais il faut aussi qu'on forme notre personnel pour utiliser la plateforme, voilà, qu'on puisse au quotidien, peut-être pas, mais en tout cas régulièrement se servir de cet outil pour ajuster notre gestion. Et par contre, la remontée de données et la qualité de visite, tout ça, je pense que c'est du quotidien. Et voilà, c'est vraiment l'intérêt de l'application qui va avec le processus de captage de données. Tout à fait. Et peut-être pour la région, Magali, si tu veux dire 3 mots là sur les résultats déjà attendus et obtenus. À ce stade, on est très modeste puisqu'on est dans une situation d'expérimentation. Je vois qu'il y a quelques questions là sur le téléchargement de l'application, etc. Pour l'instant, on expérimente et on verse à nos partenaires dans ce projet une expérimentation sur un site naturel. Et on est le seul site naturel dans le projet Eridata. Donc, on attend de consolider un peu à la fois les données et puis les utilisations. Il ne s'agit pas de compter, de mesurer pour le plaisir de compter et mesurer, mais bien pour derrière décliner des politiques publiques appropriées et encore une fois qui s'inscrivent dans un peu ce qu'on appelle maintenant les smart destinations, c'est-à-dire une forte composante durable avec les volets environnementaux, socio-économiques, mais aussi tout ce qui est digital et mobilité. Voilà, donc à ce stade, l'expérimentation est toujours en cours et le projet Eridata devrait nous permettre de modéliser pour des typologies de sites d'identifier ce qu'on peut faire sur des typologies de sites différents. Valence, il y a une problématique de croisière, Florence a une problématique de protection UNESCO. Enfin, en fonction des caractéristiques de chaque site, c'est peut-être pas les mêmes données qu'il faut mesurer et c'est sans doute pas les mêmes gouvernances à mettre en place. Très bien. Merci beaucoup, Magali. Du coup, on vous a mis aussi les contacts dans ce PowerPoint. Et bien là, on voulait laisser un peu de place aux témoignages, à vos questions et bonnes pratiques. Côté pratique, peut-être si vous souhaitez intervenir, levez la main virtuelle. Je vais décrocher donc le PowerPoint parce qu'en fait, je ne vous vois pas. Ben là, je vous vois. Alors du coup, je me tourne plutôt vers Muriel et Nathalie. Est-ce qu'il y a eu des questions dans le chat? Il y a des questions budgétaires. Donc, effectivement, quel budget avez-vous dû prévoir pour la mise en œuvre des outils, caméras, éco-compteurs et applications? Voilà, donc c'est une question qui s'adresse, à mon avis, au Pont du Gard. Oui, alors, nous avons eu des aides, mais c'est peut-être la région aussi qui peut répondre, pas forcément moi. Donc, il y a eu de l'investissement, parce que nous avons acheté des éco-compteurs et des caméras. Et l'Europe, via en fait la région via l'Europe, je ne sais pas comment le dire, nous a donné donc 40 000 € en termes d'investissement pour l'achat de matériaux et 20 000 € pour la mise en place de l'application. Voilà. Magali, est-ce que tu veux compléter? Oui, c'est qu'on ne démarrait pas de rien, Rachel. Il me semble qu'il y avait déjà des éco-compteurs qui étaient installés sur le site aussi. Oui, je peux préciser que nous avions déjà des caméras parce qu'on s'en sert déjà pour la surveillance de certaines zones. Donc, on avait déjà des caméras installées et déjà des éco-compteurs, mais il a fallu en rajouter des nouvelles générations. Donc,
potentiellement, c'est sûr que sur un site vaste, naturel, ça coûterait quand même un petit peu plus cher, j'imagine. Voilà, ce sera du cas par cas de toute manière. Alors, du coup, je vois, il y a une main levée, Jean-Michel Grave, des Maîtres du Rêve. Oui, en fait, j'indiquais d'une part que les parcs d'Occitanie sont dans la même démarche et que dans le cadre de cette démarche, on s'interroge sur le fait du contrôle. Vous avez beaucoup parlé contrôle, pas rationnement. Or, on voit bien, par exemple, dans les Pyrénées, qu'il y a des endroits où le rationnement est devenu nécessaire, d'où la mise en place de navettes. Et le deuxième point, vous insistez, ça me paraît juste, sur l'idée qu'il faut rendre le visiteur en capacité de voir par lui-même l'état de la saturation. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ne faudrait-il pas aller plus loin encore en lui rendant accessible visuellement quelque chose, un avantage particulier qu'il aurait à faire un pas de côté qui contribuerait à désaturer. Voilà. Ça, ce sont, si vous voulez, dans le cadre de ce travail qu'on a fait sur Eridata, après, c'est chaque manager de sa destination et de son site qui va avoir à trouver ses solutions. On a Eridata, ça nous permet d'expérimenter, mais surtout pas d'enfermer sur une typologie de solutions. Dans certains cas, effectivement, c'est pertinent de diminuer le nombre de touristes. Moi, j'ai envie de dire attention à ce qu'on fait parce que la diminution du nombre de touristes, c'est aussi une réflexion de gouvernance. Qu'est-ce qu'on propose si on diminue drastiquement le nombre de touristes? On va diminuer les nuisances, mais aussi les impacts positifs, puisque le touriste, il n'est pas vecteur que de nuisances. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour garder des impacts positifs et continuer à créer de l'emploi ou maintenir les emplois, continuer à maintenir l'activité économique? Mais ça, c'est plutôt à chaque manager de destination d'avoir ces sujets-là. Eridata n'a pas vocation à donner les clés à toutes les problématiques parce qu'en fait, comme ce sont des projets entre pays différents et régions différentes, la réglementation, les lois ne sont pas les mêmes. Donc après, la compétence tourisme n'est pas gérée de la même façon. Les mesures de régulation peuvent être ou de police sont gérées peut-être de façon différente. Donc le projet n'ira pas jusqu'à lister, dans le détail. L'idée, c'est plutôt de dire on a un outil, on a des nouvelles technologies qui peuvent nous aider à réguler, organiser les flux touristiques, mais après, chacun est acteur sur son propre terrain de jeu, entre guillemets. Ok, chacun choisit ou pas d'aller vers un rationnement. Exactement. Alors, pour autant, l'outil numérique, c'est vraiment le cœur du projet. Cet outil numérique ne doit-il pas se préoccuper de rendre palpable de façon tangible les situations de saturation pour que le visiteur de lui-même se dise la main tendue sur telle ou telle offre alternative vaut la peine? Ou le décalage dans le temps. Oui. C'est-à-dire qu'on a des saturations, Angelica, tu me dis si je me trompe, mais sur Dubrovnik, depuis longtemps, ils ont un monitoring demi-heure par demi-heure des entrées et sorties dans le centre ancien. Et donc, on est en capacité de dire, bon, bah, entre 19h30 et 20h, il n'y a pas trop de monde. Et ça peut être versé aux restaurateurs qui se disent ben, on fait un happy hour pour faire venir des gens un peu plus tôt que d'habitude. Mais ça, ce sont des régulations qui sont organisées et pilotées par les sites. Mais effectivement, après, ça existe déjà sur des conseils, quand on trouve des conseils, des horaires de visite conseillés sur certains sites touristiques. Oui. Donc dans certains musées. Angelica, peut-être. Absolument. Et d'ailleurs, avec Eridata, Dubrovnik a vu que toutes les demi-heures ou une fois par heure, ça ne suffisait pas. Ils ont changé les caméras pour pouvoir aller toutes les 15 minutes. Et justement, il y a cet enjeu de sécurité aussi. C'est vrai qu'on n'en parle jamais assez.
Il y a la sécurité aussi je ne sais pas, mais c'était vraiment un problème qui nous a accompagnés sur l'ensemble, je dirais, des sites pilotes. Et si on veut pousser, ça veut être aussi dans un centre urbain, ça peut aussi aider la municipalité, en tous les cas l'entité qui est responsable de la collecte et du nettoyage des rues, de gérer ses équipes et la présence des équipes sur site, par exemple. C'est à chacun un peu en fonction de sa problématique d'utiliser ces données pour gérer ses propres politiques. Après, il y avait une question de la DREAL sur le pont du Gard, comment éviter les doubles comptes entre véhicules et individus. Rachel, Angelica, pour moi, le compte, quand on compte les voitures, c'est plus pour apprécier un temps passé sur site, mais on ne compte pas le nombre d'individus dans les voitures. Ce sont deux choses séparées, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, le but, c'était de comprendre le comportement sur site ou le temps passé sur site, savoir combien de temps viennent les gens, 3 heures, 2 heures, pour aussi peut-être adapter une offre. Et puis aussi peut-être leur proposer des choses plus tôt pour qu'il y ait moins de concentration à d'autres heures. Voilà, donc c'était cette réflexion-là. Voilà. Okay. Il y a une question dans le chat justement sur le bilan de l'expérimentation nudging à Florence. Donc là, j'interpelle Julia Davitem. Julia, j'ai vu que tu étais connectée. Est-ce que tu peux en quelques mots juste donner un feedback sur ça? Oui, bonjour tout le monde, bonjour Angelica, merci pour la question. En effet, c'était un peu une première dans ce genre d'expérimentation. Nous avons choisi de travailler avec le site pilote de Florence et avec un cabinet qui s'appelle Behavioral Insights Team, qui travaille beaucoup sur l'application des sciences comportementales aux politiques publiques. Et du coup, ils ont fait un workshop intensif cet été. On était là aussi avec Avitem, avec les acteurs touristiques de Florence. Il y avait la municipalité, l'office de tourisme, la région et d'autres acteurs locaux. Et en gros, ils ont mené un travail déjà pour expliquer quelques éléments de base du fonctionnement du cerveau et faire comprendre qu'en fait, les citoyennes font souvent des choix, ont des fonctionnements parfois qui peuvent être irrationnels et du coup, l'intérêt c'est d'essayer de mieux comprendre les biais cognitifs et les leviers comportementaux pour les intégrer dans la façon dont on imagine les politiques publiques, y compris sur la gestion d'un site touristique. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cerné une problématique particulière, celle de la fréquentation au sein du site UNESCO. Et on est allé sur le terrain avec les acteurs locaux, observer le comportement sur 3 sites choisis. Et donc déjà, ça, c'était une toute première fois pour beaucoup d'entre eux qu'ils sortaient de leur bureau et ils allaient observer vraiment les comportements des gens sur le site. Donc, on avait une grille d'observation des comportements. On est allé poser des questions aux gens qui, par exemple, faisaient la queue en dehors du musée des Offices pour comprendre comment ils avaient eu l'information sur ce site, pourquoi ils avaient choisi de visiter à telle heure, à tel moment, etc. Donc, une fois retournés ensemble, on a fait vraiment un brainstorming. Dans ce cas, c'était vraiment quelque chose de très large avec l'aide de designers. Et ça, c'était un autre élément super intéressant, l'apport de designers dans l'imaginer des mesures de gestion des flux touristiques parce qu'ils apportent vraiment une vision nouvelle. Que c'est un métier différent et qui du coup peut vraiment être complémentaire. Et donc à partir des observations qu'on a faites et des leviers comportementaux sur lesquels on peut jouer, on a imaginé vraiment tout un tas de mesures. Par exemple, je vous fais un exemple très simple, mais on a observé, c'était en plein été, c'est quelque chose d'assez flagrant quand on observe les gens. Les gens fuyaient le soleil, il faisait très chaud, ils cherchaient à faire dans leur visite, à rester le plus possible dans les coins d'ombre.
Et on voyait aussi que malgré le soleil, les gens qui faisaient la queue sous le soleil devant le Duomo de Florence, ils faisaient quand même la queue pendant très longtemps. Donc on a observé tout un tas de choses qui se passaient. Et on s'est dit, ben, comment tirer profit de ça? Par exemple, on pourrait imaginer des guides touristiques un peu décalés, les guides pour les gens qui détestent le soleil. Et de là, on a imaginé des hate guides, des guides de quelqu'un qui déteste quelque chose, mais qui du coup aime bien autre chose. Et donc là, c'est parti, par exemple, c'est une idée un peu différente que d'habitude, mais ça joue aussi un peu sur le côté ludique, un peu sur le côté humoristique. Une autre chose qu'on s'est imaginé, c'est que de proposer comme un carnet de la journée type d'un touriste, lui proposer un peu des activités selon aussi la persona, imaginer des types de touristes en fonction un peu du profil qu'ils ont. Donc il y a plein d'autres exemples et on va certainement faire peut-être une synthèse ou quelque chose à partager parce que il y a eu beaucoup d'idées. Après, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a aussi appris beaucoup de cette expérience et on a appris l'importance quand même de prendre beaucoup plus de temps peut-être pour vraiment sensibiliser les acteurs locaux aux sciences comportementales, expliquer comment ça marche et aussi vraiment mettre tous les acteurs concernés autour de la table parce que beaucoup d'idées que nous avons sorties du chapeau étaient très intéressantes, mais finalement pas faisables à Florence, dans le contexte de Florence à cause de problématiques liées par exemple à la gestion du site UNESCO. On n'a rien pu faire sur le côté signalétique parce qu'ils ont des contraintes très fortes de ce point de vue-là. Il y avait des idées sur aussi promouvoir des sites alternatifs. Et là, c'est très délicat à Florence d'encourager des gens à ne pas aller ici et aller plutôt là-bas. Là, on met le pied vraiment sur quelque chose de très délicat. Donc, tout ça, c'est des choses qui finalement n'ont pas forcément permis de mettre en œuvre certaines actions, mais qui ont permis au moins aux acteurs de Florence d'intégrer certaines mécaniques de sciences comportementales. Du coup, ils ont mené une campagne sur les réseaux sociaux en utilisant un peu les leviers comportementaux pour promouvoir des sites touristiques qui sont moins connus en ville. Et les résultats au niveau de la visibilité et de la réponse des utilisateurs sur les réseaux sociaux ont été prometteurs. Voilà, j'étais un peu longue, désolée, mais c'est très passionnant. Merci Julia, c'est vrai que c'est très intéressant aussi de comprendre que c'est au final dans toutes ces questions-là, c'est une approche globale aussi qui est importante. Pour finir, je ne sais pas. Alors peut-être, Angelica, enfin, il y a des questions aussi d'ordre général par rapport au territoire. Donc sur la présentation, il était indiqué la volonté de la région d'étendre cette expérimentation à tous les GSO, voire les espaces naturels sensibles. Qu'en est-il? Un calendrier est-il prévu? Là, sur la vidéo, c'est plus sur les sites, sur les destinations majeures, Magali? Alors oui, moi je vois des questions, volonté de la région d'étendre cette expérimentation à tous les GSO, mais surtout volonté des GSO et est-ce que ces problématiques se posent? Enfin, nous, on présente un résultat. Après, c'est vraiment au niveau des territoires que les réflexions doivent être menées pour voir ce qu'il y a lieu de faire, comment on le fait. Donc, il n'y a pas nécessairement un élargissement industrialisé de l'expérimentation. D'abord, l'expérimentation n'est pas encore tout à fait finie. Et ensuite, avant de se lancer dans un sujet de ce type, quels sont les besoins des territoires? Donc, nous, on peut partager les listes d'indicateurs qui ont été faites.
sachant que tout le travail est fait en anglais, donc il faut, et on va pas pouvoir le traduire, mais en tous les cas, on peut transférer de l'information, mais à ce stade, j'ai envie de dire, c'est plus au niveau des territoires de se dire, bon, moi j'ai une problématique, j'ai besoin d'un outil ou de capteurs, ou j'ai des informations suffisantes qui me permettent aujourd'hui d'organiser cela. Il n'y a pas derrière une politique publique de systématisation. Donc, voilà la réponse. Sur tout ce travail a été fait, peut-être Angelica en dire un mot, hein, dans le respect du RGPD. C'est-à-dire que toutes les données sont protégées, anonymisées. Évidemment, on est dans ces logiques-là, bien sûr. C'est une question qui n'a pas du tout été abordée. Par contre, qui est une sacrée réalité, c'est justement ce open data, c'est assez complexe et compliqué. Il y a des questions d'un côté de RGPD, forcément, mais aussi d'éthique. Et je pense que la région aussi travaille beaucoup sur cette question d'éthique des données. On risque d'approfondir peut-être vers la fin du projet un peu là-dessus avec Pierre Tri, avec qui nous avons pas mal travaillé là-dessus. C'est vrai que c'est un enjeu, c'est pas évident. Dans tous les cas, on est dans une construction qui est assez complexe, je dirais, de cette approche. Mais voilà. Je ne sais pas, Muriel, il y a d'autres questions qui vont dans un sens différent ou... Globalement, ça a été traité. Alors, il y avait peut-être une question au début de séminaire hein, sur les seuils de fréquentation, enfin comment les sites justement définissent en fait les seuils de surfréquentation ou voilà, quels sont les outils. Ça, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Alors, mon propos, c'est bien ça tout le sujet, c'est-à-dire qu'il faut sortir des notions de seuil quantitatif, de capacité de charge quantitatif. On est dans du qualitatif et c'est ce que je présentais. Et c'est le travail qui a été fait par le benchmark, c'est-à-dire qu'on a des indicateurs plutôt qualitatifs d'un confort d'expérience visiteur. Comme disait Angelica, la notion peut varier selon des critères socio-culturels. Donc, on ne va pas dire à partir de temps, c'est de la surfréquentation. Enfin, il y a une réflexion un peu plus complexe à mener sur ces approches uniquement quantitatives. Et c'est propre à chaque territoire. C'est pas ce qui est appréhendé sur le pont du Gard. C'est pas la même chose que au niveau du Louvre, au niveau de l'accueil sur le parvis de la pyramide qui m'aide au Louvre. C'est vraiment là, il y a des réflexions internes qui doivent être menées et vraiment ciselées pour chaque site ou chaque territoire. Donc, du coup, c'est un travail qu'on va encore mener avec le Pont du Gard, avec l'équipe. D'ailleurs, on a une réunion la semaine prochaine. C'est pas évident parce que du coup, en temps Covid, pas Covid, donc du coup, c'est vrai que des perceptions aussi de surfréquentation changent. Je ne sais pas quand vous êtes sorti après le premier confinement pour la première fois. Moi, je suis arrivée au Pont du Gard, n'était absolument pas surfréquentée, mais pour moi, j'ai senti une oppression. Donc du coup, quelque part, c'est cette difficulté aussi de dire où est-ce qu'on met les seuils, mais ça fait partie aussi cette réflexion de l'expérimentation. Muriel, on a... Alors, peut-être aussi une question par rapport au fait que la démarche, enfin, c'est vrai que là, c'était dans le cadre des grands sites Occitanie, mais peut-être préciser effectivement enfin, que les espaces naturels sensibles enfin, qui souffrent de surfréquentation sont bien évidemment aussi concernés par la thématique. Complètement, tout à fait. Et pas que en Occitanie. C'est vrai que c'est un sujet partagé et on en reparlait justement avec Avitem sur la partie PACA aussi, c'est un sujet.
Peut-être on peut donc peut-être conclure parce qu'on a dépassé un petit peu le temps. Bien entendu, on reste complètement à votre disposition si jamais vous avez des questions, des idées, des partages à faire. N'hésitez pas de l'adresser à Magali Ferrand, Angélique Azaramos, donc on est toutes les deux, ou bien aussi à travers Muriel Jacob, donc il n'y a aucun souci. Peut-être juste dire le next step, ça va être le 1er mars, Magali. Alors, effectivement, le 1er mars, nous allons recevoir sur le pont du Gard nos collègues qui ont travaillé sur d'autres sites pour présenter les résultats et on vous associera également à cette visite d'études menée avec nos partenaires du projet Heritdata. Le projet Heritdata finit en juin. Donc, normalement, on aura rendu tous les délivrables, puisque dans le cadre de ces projets européens, c'est quand même très normé dans la façon dont on travaille et dont on avance. Donc ça, le 1er mars, un rendez-vous en expert en présentiel sur le pont du Gard. Ensuite, on va transformer cette expérimentation en mémorandum d'intérêt qu'on va transmettre à la commission à Bruxelles, où là, on va essayer d'avoir des engagements plus politiques, en fait, sur ce qu'on a fait au Pont du Gard et la façon dont ça peut être transféré, élargi et mis dans un pot commun accessible au plus grand nombre. Et donc, juste pour compléter, le 1er mars aussi, peut-être avec Rachel, aussi, on aimerait que les membres de l'équipe projet qui ont participé puissent aussi témoigner eux. Donc, pour vous, gestionnaires de site, ce serait intéressant de participer à cet éducto aussi pour ce côté pratico-pratique, de dire comment est-ce que vous avez fait et tout ça, et comment est-ce que moi, grand site, je peux l'utiliser pour moi ou différemment. Voilà, c'est une journée qui va être vraiment dédiée à ce prisme, un peu un focus sur le comment on a fait et comment on fait les autres. Voilà, donc c'est le pendant un peu pratique de ce webinaire. Et Rachel, peut-être un dernier mot, si tu veux ajouter. Ben juste, donc pour finir, oui, c'est qu'on est ravis d'ailleurs de participer aux prochaines rencontres là, au 1er mars, parce que justement, je pense que le témoignage nous permet de gagner on va dire, en capacité et en réactivité, en tout cas pour les sites qui voudront mettre ça en place. On apprend toujours mieux quand des autres, et puis ils apprendront aussi de nos erreurs. Et donc, c'est vraiment intéressant de faire cette réunion-là. Et on sera ravis de le faire. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Rachel. Merci à tout le monde. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Autrement, on les regardera et on répondra bien évidemment au cas par cas. Voilà. Ah, complètement. Voilà. Ça, pas de souci. Et puis, on est à votre disposition si jamais vous souhaitez nous contacter directement. Il n'y a aucun souci aussi. Et donc, on répondra à toutes vos questions. Très bien. Ben, je vous remercie de votre mobilisation très forte sur ces thématiques. Et j'espère que les échanges et les présentations étaient enrichissantes pour vous. Et donc, pour certains d'entre vous, ben, je vous donne rendez-vous du coup au 1er mars. N'hésitez pas à nous signaler si jamais cet éducto peut vous intéresser. Donc, on peut en reparler. Alors, ben, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.